Aladwa Sahlan. Good afternoon everyone. Bonjour à tous. Merci d'être présents. Je tenais à remercier également les organisateurs de l'événement, le World Football Summit, pour leur invitation. Je me présente, je m'appelle Alexandre Durand, je suis le fondateur des éditions droitdusport.com, un site en français de documentation en droit du sport, et de Football Légal, qui est une documentation en anglais sur le droit et la gouvernance du football international. Alors, on a un challenge aujourd'hui puisqu'on va parler des cadres juridiques du sport africain, gouvernance, conformité et résolution des conflits pour une croissance durable. Un sujet complexe qui pourrait justifier 2 jours de conférence peut-être, mais on n'a que 40 minutes, donc on va relever le challenge avec le panel qui m'accompagne et que je vais vous présenter, en commençant par Nahir Abakar. Bonjour Nahir. Bonjour. C'est un petit peu difficile de te présenter, tellement tu as de nombreuses cordes à ton arc. Tu es actuellement conseiller spécial de la Fédération tchadienne de football. Tu es également l'ancien vice-président du comité de normalisation qui avait été mis en place par la FIFA. Mais tu es par ailleurs entrepreneur, fondateur de l'Académie École des Champions avec Samuel Eto'o. Et quand il te reste un petit peu de temps, tu es consultant pour Canal+, dans l'émission J-1, où tu analyses le football africain. Donc si on devait résumer, Nahir, on pourrait dire que malgré ton jeune âge, tu es une personnalité importante et influente du football africain. Et on aura le plaisir de t'entendre sur ces questions de gouvernance, conformité, résolution des litiges. Nous avons également le plaisir aussi d'accueillir Ala Mrani. Bonjour Ala. Bonjour. Ala, tu es président de l'Observatoire marocain et panafricain d'économie du sport, qui est une institution clé dans la recherche et l'analyse de l'économie et des politiques du sport au Maroc et en Afrique. Tu es par ailleurs professeur des universités, expert en économie du sport, également membre permanent du corps professoral de l'Institut des sciences du sport de l'université Hassan Ier. Là aussi, là, je m'excuse si je ne suis pas exhaustif dans la présentation, mais tu pourras compléter. Last but not least, notre expert juridique du panel, je vous présente Jacques Blondin. Bonjour Jacques. Bonjour. Jacques est le fondateur du cabinet Spinlaw. Il est avocat. Il a travaillé ici pendant une dizaine d'années à la FIFA, notamment en tant que responsable du système de gestion des transferts et de l'application de la réglementation de la FIFA. Jacques est un praticien aguerri de la justice sportive internationale et au travers des clients qui l'accompagnent, je pense qu'on peut vraiment dire que c'est un expert reconnu du droit international du football. Voilà la team qui compose ce panel pour vous parler d'un sujet qui va être très riche, gouvernance, conformité, résolution des litiges. C'est 3 concepts qui sont parfois liés, mais qui sont aussi indépendants les uns des autres. Et les juristes aiment les définitions, aiment la clarté des concepts. Donc je vais peut-être commencer par définir ce qu'on pourrait entendre par gouvernance. C'est l'ensemble des règles, des pratiques et des processus qui régissent la manière dont les décisions sont prises, mises en œuvre et contrôlées au sein d'une organisation ou d'un système. Voilà ce qu'on pourrait entendre, sous le contrôle de Jacques évidemment, par ce concept de gouvernance. Les institutions internationales, bien au-delà du sport d'ailleurs, associent souvent la question de la gouvernance à la notion de bonne gouvernance qui induit des composantes clés, c'est-à-dire la transparence, la responsabilité, la participation inclusive des parties prenantes, l'équité dans le traitement impartial de l'ensemble des acteurs, et puis
l'existence d'un état de droit, et ça c'est un point sur lequel on reviendra peut-être un petit peu plus tard, mais qui appelle justement ces questions de mise en conformité et de résolution des litiges, l'idée étant de respecter les règles applicables dans le secteur concerné par cette gouvernance. Alors, pour rentrer tout de suite dans le vif du sujet, quand on parle de gouvernance dans le football, ça fait écho à un principe fondamental posé par la FIFA, qui est celui de la non-ingérence politique, qui ne résume pas la question de la gouvernance du football. Elle vient interroger cette question de la gouvernance du football. Et dans ce cadre-là, au nom de ce principe, la FIFA, mais aussi la CAF d'ailleurs, si elle estime qu'il y a une ingérence politique, elle peut prendre des mesures à l'encontre d'une fédération nationale. Ça peut être la suspension de la fédération, ça peut être aussi le gel des aides financières. Et puis elle a à sa disposition aussi un outil qu'elle met généralement en œuvre, c'est la mise en place d'un comité de conformité. On en reparlera dans quelques instants. Alors, la première question, Jacques, c'est à toi que je la poserai. Elle n'est pas forcément d'ailleurs évidente, mais quand la FIFA décide d'intervenir, si on reprend les mots qu'elle utilise, c'est quand elle identifie une ingérence gouvernementale injustifiée. Qu'est-ce que, selon toi, cette ingérence gouvernementale injustifiée ? Alexandre, merci pour la question et pour la présentation. Là, maintenant, il faut assumer et livrer. Alors, c'est un des concepts, une des raisons qui ont été utilisées jusqu'à maintenant pour suspendre une fédération ou pour établir un comité de normalisation au sein d'une fédération. C'est un concept que je trouve personnellement n'est pas bien défini. En effet, il n'y a pas une définition clé. Selon les statuts, les fédérations doivent gérer leurs affaires de façon indépendante, sans l'influence d'un tiers, dont notamment une influence gouvernementale injustifiée. Je trouve que c'est un concept qui laisse trop de marge de manœuvre à l'interprétation, et quand il y a trop de possibilités d'interprétation, on risque toujours d'arriver à des situations d'arbitraire, où un règlement est appliqué de façon arbitraire. Et à mon avis, je prends l'exemple qui arrive souvent en Afrique, pas seulement en Afrique, mais en Afrique, c'est arrivé plusieurs fois. Il y a l'exécutif d'une fédération ou un membre de l'exécutif d'une fédération, voire le président, qui est sous enquête pour avoir utilisé de l'argent destiné à la fédération pour des raisons privées. Il y a un procureur du pays qui ouvre une enquête et qui décide de mettre la personne en question en garde à vue. Déjà, est-ce que c'est une ingérence ? Techniquement, oui. Il y a un tiers qui intervient dans la vie de la fédération. Est-ce que, déjà, il s'agit d'une ingérence gouvernementale ? À mon avis, quand j'ai étudié en droit constitutionnel la séparation de pouvoirs, le gouvernement, c'est une chose, le pouvoir juridictionnel, c'est une autre chose, le pouvoir législatif, c'est une autre chose. Donc, un procureur de la République ne fait pas partie du gouvernement, en principe. Donc, déjà, il manque la qualification de gouvernementale. Et troisième aspect important, est-ce qu'il s'agit de quelque chose injustifié ? Est-ce qu'un pays n'a pas le droit, le pouvoir et voire le devoir d'assurer que les membres et les exécutifs de sa propre fédération agissent de façon conforme à sa loi ? Parce qu'il ne faut pas oublier que d'un côté, et je trouve, et peut-être Naïr pourra nous donner aussi son point de vue, mais une fédération doit en même temps respecter, se conformer aux règles de la FIFA, c'est très bien, mais il ne faut pas oublier qu'il s'agit d'une association privée de droit suisse basée en Suisse,
et la loi de son pays. Et si moi, un jour, c'est très improbable, voire impossible que ça va arriver, mais je suis président d'une fédération ou membre du comité exécutif d'une fédération et je dois choisir si je préfère respecter des règles imposées par une association privée qui est basée dans un pays étranger et les lois de mon pays, sachant que le non-respect des lois de mon pays peuvent même amener à des infractions pénales, c'est assez clair que si je dois choisir, je vais pour les lois de mon pays. Donc, c'est un gros problème. Moi, je comprends le besoin de la FIFA, de la CAF et des confédérations en général d'assurer, et du CIO aussi, d'assurer que chaque fédération puisse se gouverner de façon indépendante, mais il ne faut pas aller au-delà du but. L'idée, c'est d'éviter qu'effectivement la fédération soit utilisée un peu comme une marionnette. Mais après, c'est normal que la fédération vit dans un écosystème, même juridique, qui va au-delà des statuts de la FIFA et des statuts de la fédération. Et donc, l'association et ses membres, comme tout autre citoyen, et association et entreprise dans le pays, doit respecter les règles du pays en question et doit par conséquent subir l'ingérence justifiée des autorités étatiques. Merci Jacques. Nahir, tu as certainement envie de réagir aux propos de Jacques. Je rappelle simplement que donc, en avril 2021, la FIFA a considéré qu'il y avait eu des ingérences gouvernementales dans la fédération tchadienne et elle a décidé en novembre 2021 d'instaurer un comité de normalisation dans lequel tu as été vice-président. Ce comité de normalisation devait se terminer normalement en novembre 2022 et il a été prolongé jusqu'en avril 2023. Est-ce que tu peux nous partager un peu cette expérience ? Merci beaucoup, merci de me donner la parole et merci d'ailleurs pour la présentation. Donc je vais rebondir un peu sur ce que notre ami Jacques a pu évoquer, mais aussi pouvoir rappeler le contexte qui a amené le comité de normalisation et peut-être aussi expliquer au public quel est vraiment le rôle d'un comité de normalisation et pourquoi la FIFA a besoin d'utiliser cet outil-là pour essayer de gérer les problèmes dans nos fédérations. Donc il faut savoir que souvent, en Afrique, et peut-être dans d'autres pays, mais souvent c'est en Afrique, qu'on a des problèmes entre le ministère des Sports et la fédération de football. C'est pratiquement chose commune. Et aujourd'hui, quand le gouvernement qui est représenté par le ministère des Sports n'est pas en adéquation avec la fédération de football, malheureusement, il y a des victimes. Et les victimes, c'est les joueurs, c'est l'équipe nationale, c'est le championnat. Et donc aujourd'hui, on se retrouve souvent le gouvernement se retrouve dans un dilemme. C'est, est-ce que je dois composer avec une fédération qui ne fait pas son travail? Et du coup, composer, ça veut dire je respecte la non-ingérence qui a été imposée par la FIFA. Ou sinon, je me dis, moi je suis un pays, moi je suis le ministère des Sports, et c'est moi qui décide de l'avenir de mon sport. Et à ce moment-là, j'essaye de taper sur la fédération. Malheureusement, quand on tape sur le président de la fédération, nos amis de Zurich, ils ne sont pas contents. Et quand ils ne sont pas contents, ça amène les suspensions de nos fédérations et les suspensions de nos États. À ce moment-là, quand on est suspendu, on ne participe à aucune compétition internationale, continentale, pas de Champions League pour les clubs, et les victimes, c'est les joueurs. Donc maintenant, l'outil qui est le comité de normalisation, c'est un comité, quand il y a un problème d'ingérence, cet outil il est mis en place par la FIFA afin de trouver des solutions localement. Donc moi, j'ai fait partie du comité de normalisation du Tchad pendant 3 ans et demi. Et l'idée, c'est que nous, en tant que Tchadiens, à nous de trouver des solutions pour que notre football puisse fonctionner et qu'il ne puisse pas avoir de problème comme auparavant. Donc, l'idée du comité de normalisation, c'est de faire le pont entre le pouvoir, c'est-à-dire le gouvernement à travers le ministère des Sports, et le football.
et les footballeurs et surtout l'instance dirigeante qui est la FIFA. Moi, c'était une expérience incroyable parce que bon, j'étais le plus jeune vice-président des comités de normalisation et ça m'a permis de comprendre quelle est vraiment la bonne gouvernance, entre guillemets. Quels sont les problèmes qui amènent nos fédérations à moins de transparence, à moins de coopération surtout avec le ministère des Sports. Et on va dire, on a pu toucher les détails qui permettent de savoir quel est le rôle du ministère des Sports et la fédération. Aujourd'hui, la majorité des personnes n'arrivent pas à définir le rôle d'une fédération et le rôle du ministère des Sports. Il faut savoir que les deux vont de pair. On ne peut pas avoir un bon football sans le ministère, on ne peut pas avoir un bon football sans la fédération. Ils sont ensemble et ils doivent fonctionner ensemble pour le bien du pays. Et moi, je trouve, bon, on est au Maroc, mais j'aime beaucoup ce pays, c'est parce qu'on a une vision qui est en adéquation de manière vraiment verticale. De haut en bas, tout le monde a la même vision, c'est que voilà, le football marocain, il doit aller loin. Et ça, c'est un pays exemplaire pour nous. Et aujourd'hui, tous nos autres pays doivent s'inspirer de cela. Maintenant, avec ingérence, pas ingérence, ça c'est un autre débat. Je pense qu'on pourra en parler pour pas que Merci, je puisse Nahir. monopoliser la parole. Merci. Alors, tu m'as donné une transition parfaite pour que je cède la parole à Ala. Alors, Karim Adiel, qui est avocat marocain et qui arbitre au TAS, aurait dû compléter ce panel aujourd'hui. Malheureusement, il a été retenu pour une audience au TAS. Donc, Ala, tu vas devoir suppléer aussi Karim. Je vais essayer. Pour nous parler peut-être un petit peu plus spécifiquement de la situation marocaine. Comme le disait Nahir, il y a effectivement quand même une vision partagée sur le développement du football au Maroc. Ça transparaît. Et finalement, si tu devais parler de la situation, de la gouvernance du football au Maroc, comment tu pourrais nous la décrire ? Pour parler, merci beaucoup déjà pour m'avoir donné la parole et pour la présentation. Donc pour parler de la gouvernance du sport au Maroc, et surtout d'un point de vue juridique, parce qu'on sait que le cadre juridique c'est le nerf de la guerre au niveau de la gouvernance dans n'importe quel secteur, notamment dans le secteur du sport. Il faut un peu, je vais essayer de présenter un peu le cadre normatif du sport au Maroc, qui n'est pas le fruit du hasard. D'ailleurs, c'est un processus progressif qui a mûri et qui s'est développé, qui est en constante évolution depuis plusieurs années, et qui, comme a précisé Nahir, qui est guidé par la plus haute autorité au royaume, avec une vision stratégique de Sa Majesté le roi Lansro. Donc, ça a commencé déjà, donc on ne peut pas parler de nouvelle gouvernance du sport au Maroc sans parler de l'essor de cette vision-là qui a émané avec l'organisation des deuxièmes assises nationales du sport à Skhairat en 2008. Et cette fameuse feuille de route qui est, en l'occurrence, la lettre royale adressée aux participants de ces assises, qui a tracé un peu cette vision et stratégie que doit suivre le mouvement sportif marocain pour développer le sport, et notamment pour mettre en place cette stratégie nationale du sport Horizon 2020. Donc c'était les jalons pour mettre en place une politique sportive qu'on est toujours en cours de développement. Donc cette stratégie nationale du sport se basait sur 5 piliers principaux, notamment la gouvernance, le financement, le développement des infrastructures, le développement des partenariats et la formation. Avant d'étaler un peu le cadre juridique, l'arsenal juridique dont dispose le Maroc, il faut préciser aussi dans ce cadre de cette vision, donc, la constitution marocaine, c'est une particularité du Maroc, c'est qu'elle a reconnu le sport au niveau de 3 articles. Donc le sport est constitutionnalisé au Maroc et figure dans 3 articles au niveau de la constitution marocaine, l'article 26, 31 et 33, donc, qui admet le sport en tant que droit fondamental pour tous les citoyens. Aussi, donc, il oblige les pouvoirs publics à élargir et à garantir l'accès à toutes les franges de la société et à développer le sport sous toutes ses formes. Donc la continuité logique, c'était de mettre en place et de réformer le cadre juridique et l'arsenal juridique du sport, commençant déjà par la création de la loi 3009 relative à l'éducation physique au sport, qui a ramifié la loi 8607
Et pour l'anecdote, même la loi 8607, première loi qui a un peu suppléé derrière des associations de 1958, 2 ans après l'indépendance du Maroc. Donc le sport était géré comme, les associations sportives étaient gérées comme n'importe quelle association. Donc il est venu ce premier cadre juridique, cette première loi, qui n'était qu'une préparation des candidatures des Maroc pour la Coupe du Monde de la FIFA. Donc c'était à l'aube du dépôt du Maroc de sa première candidature, qui est à mon âge. Donc c'était en 1988, pour l'anecdote. Donc juste pour dire que même cette approche du Maroc de s'ouvrir à l'international et ce projet qui n'est pas le fruit du hasard, ça constituait depuis plus de 4 décennies une vision du Maroc pour l'adosser à son développement. Du coup, donc, est venue la loi 3009, je reviens à la loi 3009, relative à l'éducation physique et sport, qui a comme objectifs principaux, c'est développer les activités physiques et sportives pour tous, développer le sport de haut niveau, et bien sûr la gouvernance, ainsi que professionnaliser et le sport et développer les investissements dans le domaine du sport. Donc, en parallèle de cette loi, il y a bien sûr, donc les juristes le savent, c'est qu'il faut des décrets d'application, surtout pour les éléments clés de cette gouvernance, notamment cette refonte, cette redynamisation des associations sportives. Donc on a des décrets d'application pour l'agrément des associations sportives et des fédérations sportives, avec l'émission des statutifs des fédérations et des associations sportives en conformité bien sûr avec les instances et les règlements des instances internationales. Puis donc les décrets d'application relatifs à la professionnalisation des ligues sportives. Et bien sûr, côté investissement, c'était des décrets d'application pour la création et l'agrément des SAS, ce qu'on appelle les sociétés anonymes à objet sportif. Donc, bien sûr, j'ai parlé d'arsenal juridique, il n'y a pas que la loi relative à l'éducation physique et sport. Il y a aussi donc d'autres fléaux qui ont apparu, qui sont nécessaires de prendre en charge pour accompagner cette vision de développement de professionnalisation du sport, notamment quand on est en plein dedans, puisque le Maroc s'apprête à accueillir des méga événements sportifs. Il fallait un cadre aussi juridique pour lutter contre la violence dans les stades. Donc c'est pour cela qu'on a émis la loi en 2010, la loi 0909 pour la lutte contre la violence dans les stades, qui complète le code pénal. Et puis une autre loi, puisqu'on parle de professionnalisation aussi, et par rapport aux engagements du Maroc pour la lutte contre le dopage avec les instances internationales, notamment le CIO et l'Agence mondiale antidopage, on a émis la loi 97-12 pour la lutte contre le dopage, qui a donné naissance à la création d'une agence autonome qui s'appelle l'Agence marocaine antidopage. Par rapport à la loi 3009 et le volet qu'allait développer Karim Edil, donc c'était aussi donc, en application de la loi 3009, il y a eu la création de la Chambre arbitrale du sport marocain pour essayer un peu de trouver un moyen pour régler les litiges localement avant d'aller vers les instances internationales, vers la FIFA, vers le TAS. Donc ça, d'une part aussi, donc, pour compléter aussi cette vision, donc, même au niveau du territoire, et dans un souci de décentralisation de l'accent territorial du sport de l'État. Donc, il y a eu donc, une nouvelle, donc un projet de régionalisation avancée en 2015, donc, qui concernait tout le Maroc avec une nouvelle gouvernance territoriale, nouveau découpage territorial. Et le sport n'a pas échappé à cette vision-là, puisqu'en application aussi de cette feuille de route, donc le sport donc, a intégré, le cadre juridique du sport a intégré aussi les lois organiques des collectivités territoriales avec la création de 3 lois. Donc il a intégré les 3 lois 111-14 relatives aux régions, 111-13 relatives aux provinces et préfectures et 111-12 relatives aux communes. Donc c'est les différents étages du territoire. Donc on a intégré ce cadre juridique du sport avec aujourd'hui des compétences partagées entre l'État et les différentes collectivités territoriales pour mieux gérer et comprendre le besoin au niveau local et au niveau proximité. Donc tout cela montre un peu que le cadre normatif du sport au Maroc, c'est un cadre assez dynamique. Bien sûr, on ne peut pas dire qu'il est complet parce qu'il est en constante évolution. Il y a des réformes dont on va parler, donc, qui montrent les engagements du Maroc et sa volonté de s'ancrer et de se positionner en tant qu'acteur régional qui tire l'Afrique, qui inspire un peu les pays voisins, frères et amis au niveau de notre cher continent africain. Merci Ala. Alors, quand je t'écoute, je sens l'influence un peu du droit français aussi quand même. Avec effectivement quand même
une véritable vision pour développer et décliner une stratégie avec l'ensemble de ces textes pour répondre à l'ensemble des obligations et contraintes posées par les ambitions de développement du football. On est déjà dans la mise en conformité d'ailleurs. C'est-à-dire qu'avec la perspective de la Coupe du Monde en 2030, j'imagine que vous travaillez sur le cahier des charges de la FIFA, sur les infrastructures, sur la sécurité, sur l'accès aux infrastructures et ainsi de suite. Donc il y a cette dimension mise en conformité qui est un autre élément aussi à prendre en compte à côté de cette vision stratégique de développement qui doit finalement être conciliée. Ça, c'est quelque chose sur lequel vous rencontrez des difficultés ou est-ce que c'est finalement... parce que c'est des cahiers des charges quand même extrêmement exigeants, avec des standards internationaux qui fait qu'effectivement, une fois qu'on a rempli ce cahier des charges, on devient une place rayonnante du football international. Mais est-ce qu'il y a des difficultés particulières à surmonter sur ce plan-là ? En fait, comme j'ai dit, donc, ce cadre juridique est en constante évolution. On fait de l'autocritique. D'ailleurs, il y a 2-3 ans, il y a le Conseil économique et environnemental qui a émis une autosaisine par rapport à la politique sportive au Maroc, qui a aussi donc développé un certain nombre de remarques pour améliorer davantage ce cadre juridique au Maroc en vue de ce qui attend le pays. Ça d'une part, parce que mis à part le fait de cette échéance 2030, le Maroc est conscient qu'il doit se développer, être inscrit dans ce processus d'amélioration continue de son cadre juridique du sport pour professionnaliser davantage. D'ailleurs, c'était 2 éléments qui étaient relevés par le Conseil économique, social et environnemental, en marge aussi de ce nouveau modèle de développement qui vise à faire du sport un levier donc, de développement humain et économique. Donc on s'inscrit déjà dans la durabilité, mis à part donc, le fait qu'on va accueillir un événement qu'on subit, bien sûr, en contrainte de la FIFA. Je ne dirais pas qu'il y a de difficulté parce qu'aujourd'hui le gouvernement travaille là-dessus, que ce soit pour adapter le cadre juridique un peu aux exigences, parce que ce n'est pas uniquement exigence de la FIFA, mais c'est exigence du sport moderne, du futur du sport. Ça d'une part. Aussi, donc, on a parlé de la violence dans les stades. C'est aussi donc il y a un travail au niveau du ministère de la Justice pour un peu remodeler un peu les mesures, etc. pour gérer un peu les violences dans les stades, comment se comporter avec les supporters étrangers, etc. Donc, je dirais pas que c'est un challenge, c'est pas une difficulté. On a l'expertise pour. Donc, le Maroc est en train de travailler là-dessus pour être à jour et bien sûr créer cette durabilité recherchée parce que la finalité c'est de créer donc c'est d'instaurer les jalons d'une vraie industrie du sport au Maroc et bien sûr inspirer le reste des pays africains, frères amis. Donc l'idée c'est pas de donner des leçons mais surtout continuer à jouer ce rôle que le Maroc lui est prescrit, c'est de locomotive de l'Afrique, c'est de cette profondeur africaine du Maroc, cette africanité du Maroc, c'est pour profiter à tout un continent d'un vrai héritage relatif à cette Coupe du Monde 2030. Avant de laisser la parole, parce que peut-être que vous avez des questions, que vous avez envie de réagir sur ces aspects de gouvernance, Nahir, est-ce que ça inspire le football africain, selon toi, cet exemple marocain ? Je vais commencer par dire Dima Maghreb, c'est ça ? Dima Maghreb. Voilà. Non, ça inspire, effectivement, ça inspire parce que, à l'exemple du Maroc, quand on voit le Maroc, de maintenant il y a 20 ans, c'est pas la même chose. Et surtout dans les infrastructures du sport. Aujourd'hui, je me rappelle très bien, il y a à peine 2 semaines, sur les dates FIFA, le Maroc a accueilli 14 matchs internationaux. Et c'est le premier pays qui fait ça en Afrique. Aujourd'hui, moi je sais qu'au Tchad, on n'avait pas un stade aux normes FIFA. Et la fédération marocaine a eu le plaisir de nous accueillir ici. Et aujourd'hui, notre stade, il est prêt. Mais pendant 4 ans, on a joué nos matchs à domicile au Maroc. Et ce genre d'ouverture à l'Afrique, c'est inédit. Et c'est un très bel exemple pour le monde et même pour nous les Africains, parce qu'au final, on est tous pareils et on arrive à s'entraider. Aujourd'hui, au niveau de la fédération marocaine, je sais qu'ils
Ils ont à peu près 24 partenariats avec des fédérations africaines et la majorité des coachs africains, ils sont formés ici au Maroc. Et c'est inspirant moi, je suis plein de gratitude envers le Maroc. Et je ne le dis pas parce qu'on est au Maroc, c'est parce que c'est la réalité. Et c'est une vision. C'est le résultat d'une vision. Aujourd'hui, si le Maroc a réussi à atteindre les demi-finales d'une Coupe du Monde, c'est pas parce qu'ils l'ont fait, parce qu'ils ont les meilleurs joueurs maintenant. Mais ce jour-là, ils ont été formés il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et eux, ils ont mis l'argent, ils ont mis les moyens, ils ont mis les infrastructures il y a quelques années. Et nous, les problèmes des Africains, c'est qu'on veut des résultats très rapides. On veut des résultats là pour demain. Tout le monde veut que son équipe puisse jouer comme le Real de Madrid. Mais pour jouer comme le Real de Madrid, il faut 15, 20 Ou Arsenal. C'est vrai. Donc, il faut du temps, il faut on va dire de l'investissement constant. Et le problème, pour moi, c'est d'être constant. On peut se décourager. Notre équipe, elle a perdu, mais ce n'est pas quand on perd qu'on ne va pas encore investir, qu'on va tout oublier. Et aujourd'hui, c'est ça la politique de la vision, au final. Aujourd'hui, si le Maroc peut accueillir la Coupe du Monde, c'est parce qu'ils ont une vision. Et cette vision, elle a commencé à 20 ans. Et c'est important pour nos fédérations, pour le gouvernement, d'avoir la même vision. Si on n'a pas la même vision, on ne peut rien faire, clairement. Et moi, ça me fait mal au cœur quand je vois des fédérations et des gouvernements se faire la guerre, alors que c'est la vision qui fait tout. Est-ce que, avant qu'on aborde un aspect à nouveau un peu plus juridique, qui est la résolution des litiges, est-ce qu'il y a des questions ou des réactions dans la salle, monsieur ? Si vous pouvez vous présenter aussi. Bonjour à tous, je m'appelle Walid Lpar, je suis ex-joueur semi-professionnel de foot au Portugal, mais je suis d'ici du Maroc, je suis de Casablanca. Je voulais juste demander à Ala, vu qu'il a parlé un petit peu du cadre juridique de la loi 3009, et aussi il a parlé du cadre des sociétés privées, pourquoi est-ce que vous pensez que le cadre juridique de la loi 3009 est toujours d'actualité, et est-ce que ce n'est pas vraiment le problème qui rend l'accès aux sociétés privées au club marocain? Est-ce que ce n'est pas le vrai problème, vu que la loi, plusieurs des avocats sportifs du droit sportif marocain disent que c'est une loi un petit peu non complète, qui laisse beaucoup à échapper pour que les associations aient toujours autant de contrôle sur les clubs marocains? C'est ce que j'étais quand je dis qu'on n'a pas cette prétention de dire que la loi est complète, que la loi est parfaite. Donc, d'ailleurs, comme j'ai dit, c'est une instance constitutionnelle qui a émis une autosaisine pour un peu critiquer et aider à améliorer davantage en vue de ce qui attend le Maroc. Comme j'ai dit, on a un nouveau modèle de développement donc, qui aspire à un avenir meilleur pour le Maroc dans tous les domaines, y compris le sport, parce qu'on parle d'un levier de développement humain et économique. Et c'est pour cela, comme j'ai dit, il y a 2 points essentiels qu'on doit revoir au niveau de cette loi. C'est d'abord la professionnalisation de tous les sports, de toutes les fédérations. Ça doit profiter à toutes les fédérations sportives et non seulement le foot. Oui, aujourd'hui, on peut dire qu'on est, jusqu'à preuve de contraire, donc on est une 4e force mondiale au niveau du foot. Mais cela, il ne faut pas oublier qu'on a 57 fédérations sportives. Donc, si on voit les résultats au niveau des Jeux Olympiques, donc ça montre qu'on doit s'inspirer du foot et que le foot doit tirer le reste des sports. Et bien sûr, le Marocain, on est tous unanimes, on n'est pas content, on aime toujours aujourd'hui cette nouvelle aspiration des Marocains que chaque Marocain veut être le meilleur. Et on a les moyens, on a la morphologie, on a tout, donc on a la jeunesse. Ce qu'il faut, c'est un cadre réglementaire plus ou moins complet pour qu'on puisse mettre en place les conditions. Donc,
comme j'ai dit, donc surtout par rapport à cette question, bien sûr, de société privée, de société anonyme. Donc, bien sûr, donc c'est aussi par rapport au côté investissement. C'est un débat, d'ailleurs, c'est pour cela qu'on se réunit, qu'on organise des congrès, qu'il y a donc des recherches en permanence pour voir un peu. D'ailleurs, il y a un projet, je pense qu'on va en parler, c'est toujours dans le cadre de la vision de Sa Majesté le roi Mohammed VI de l'Insaro. C'est ce fonds de développement du football qui a été lancé, donc, avec la prise en charge de la formation des jeunes joueurs par l'OCP et la société TACA. Donc, on a pris en charge 10 clubs de foot. Pour, effectivement, il y a notion de bonne formation, il y a notion de gouvernance, et il y a aussi protection, donc peut-être qu'on va l'évoquer, protection des droits des jeunes joueurs. Donc, on est dans un processus d'amélioration continue, et bien sûr, pour être les meilleurs, pour être donc, dans les standards, il faut encore un peu de temps, et peut-être, donc, c'est l'occasion d'accélérer un peu davantage ce processus pour devenir, non pas la 4e force mondiale, mais le numéro 1 au monde, et peut-être, comme a évoqué Walid hier, c'est d'être la première nation qui va gagner la Coupe du Monde. Et on va généraliser tout ça pour l'ensemble des 57 fédérations sportives au Maroc. Encore 2 questions, et puis on va devoir avancer, mais... Merci beaucoup. Jamil Faye, je suis du Sénégal, je suis président de club. Et j'aimerais peut-être commenter, poser une question sur la gouvernance et toucher un peu la transparence. Parce que je me pose toujours la question, en fait, pourquoi tous ces problèmes récurrents entre État, fédération, et aussi entre fédération et club? Parce que le problème, ce n'est pas seulement État et fédération, c'est aussi la fédération vers les clubs. Et cette obligation de rendre compte qui, moi, en fait, me pose problème, parce que la plupart du temps, beaucoup de problèmes d'ingérence viennent du fait que beaucoup de fédérations refusent de rendre compte. Et je pense que pour moi, c'est une obligation, aujourd'hui, quand on est dans un État avec ses règles, de ne pas oublier qu'on n'est pas un îlot et qu'on appartient à une société et qu'on a le droit de rendre compte. Moi, je rame souvent à compte courant de mes collègues présidents de club parce que je pense que nous devons être transparents dans ce que nous faisons tous les jours. Beaucoup de fédérations ne sont pas transparentes envers les clubs. On ne rend pas compte finalement. Et on ne rend pas compte finalement à l'État. Et je pense qu'on devrait même sur les fonds de la FIFA et de la CAF ne plus dire mais vous savez ça c'est la FIFA, on ne vous rend pas compte. On doit pouvoir rendre compte même au public, nous qui payons les gens qui payent leur billet pour entrer dans le stade. Est-ce que vous pensez que l'obligation de rendre compte aujourd'hui est un problème au niveau de la transparence et la gestion du football et du sport en général? Oui, comme ça, Yamil, merci pour la question. Déjà, je veux rebondir ou souligner quelque chose que tu viens de dire, que les fédérations ne sont pas un îlot. Comme on disait avant, elles existent dans un écosystème qui va au-delà des règlements de la FIFA ou de la CAF ou de n'importe quelle confédération. C'est des associations qui doivent respecter les lois d'un pays. Et moi, je partage avec ton point de vue. Plusieurs fois, il y a un problème, on commence à avoir des problèmes quand le gouvernement ou peu importe quelle autorité publique commence à demander les fonds, ils sont allés où? Montrez-moi où vous avez dépensé l'argent. Parce que les fédérations vivent grâce à l'argent, bien sûr, de la FIFA, bien sûr, des confédérations, mais aussi les financements du gouvernement. C'est de l'argent qui, vient des impôts payés par le peuple. Et donc, moi, je partage absolument ton point de vue. Et pour reprendre le principe qu'on a analysé au début de notre discussion, est-ce qu'un gouvernement qui exige que sa propre fédération rende compte de la façon dans laquelle des fonds publics ont été utilisés est en train d'exercer une ingérence injustifiée sur une fédération? Moi, je pense que ça devrait être automatique, qu'une fédération, à la fin de chaque année, publie la quantité d'argent qui a été dépensée, les sommes qui n'ont pas été dépensées, pourquoi, et qu'il y a de la transparence financière. Ça, c'est à la base de la bonne gouvernance et de la conformité.
Et c'est vrai que dans plusieurs situations, des tensions entre pays, États et fédérations sont causées par ça, parce que certaines fédérations, c'est pas la fédération, c'est l'exécutif de la fédération, ne veut pas rencontre. Donc, absolument, tu as right on spot. Excusez-moi, Youssef Debar, directeur général du Wydad Athletic Club. J'aimerais rebondir sur la remarque de mon ami par rapport au pourcentage des associations dans la 3009. Et vous donner une réponse, en tout cas d'un praticien. Oui, ça bloque. Complètement, ça bloque. Ça bloque l'influx des investissements étrangers au Maroc. Parce que moi aussi, je me suis posé la question longtemps. Et je peux vous dire que ça bloque, pour avoir parlé avec des gens qui sont intéressés. Un investisseur étranger, mettons de côté le Wydad et le Raja, qui peuvent être des modèles sociaux. Juste un petit rappel, en Espagne, il n'y a uniquement 4 clubs sociaux. Hein, Barça, Real, Osasuna et Bilbao. Le reste, c'est des clubs privés. Donc on met de côté le Wydad et le Raja. Un investisseur, peu importe sa nationalité, qui veut investir au Maroc, ne mettra pas de l'argent s'il y a une entité bloquante, une minorité bloquante qui détient 30% des choses. Et le salut du football marocain viendra des investisseurs privés, qu'ils soient marocains ou étrangers. Il y a un modèle qui est en train de se passer actuellement au Maroc, c'est celui du Mas de Fès, où il y a des investisseurs privés. C'est intéressant d'observer et de voir qu'est-ce que va donner ce modèle. Mais moi je le dis, j'en suis convaincu, les clubs marocains sont dans un gouffre actuellement. Le modèle de subvention est dépassé. D'accord ? Donc, un club marocain peut être un investissement intéressant pour des étrangers, notamment dans un cadre de MCO, Multi-Club Ownership. Quelqu'un qui détient un club en Belgique, au Portugal, et une académie au Sénégal ou un club au Sénégal, s'il y a un club marocain qui lui est proposé, là, ça peut être intéressant de créer ce MCO entre un club en Afrique de l'Ouest, un club marocain et un club européen. Mais tant que la loi restera comme elle est actuellement, d'ailleurs la preuve, il n'y a aucun investisseur qui est rentré. C'est depuis je ne sais combien d'années, peut-être 4-5 ans, voilà, où ils ont ouvert la SA. D'ailleurs, il n'y a pas de SA dédiée au sport, c'est une SA normale, comme n'importe quelle SA. Et je finirai, pour ne pas être long, par le modèle du Brésil. Il n'y a pas plus, c'est-à-dire on dit foot, on ferme les yeux, donne-moi un pays, allez, on dit Brésil. Les Brésiliens ont fini par passer le pas et ils ont donné 10% à l'association. Et les clubs mythiques, hein, Botafogo, l'Argentine résiste encore, mais pas pour longtemps. Botafogo, Cruzeiro, tous les clubs mythiques. Bon, il y en a, les gros vont rester peut-être sociaux, les Flamengo, etc., parce qu'ils n'ont pas besoin de ça. Santos, etc. Tout le monde est en train de tomber vers le privé. Et la solution du football marocain, qu'on tourne en rond, qu'on fasse ce qu'on veut, ça va être ça. Parce que dans le modèle économique du club marocain, on est pénalisé par les droits télé, qui ne sont pas énormes, parce que c'est notre marché. La partie commerciale, en match day, à part le Wydad et le Raja qui peut faire des sommes intéressantes, ben le reste, voilà, qu'à voir le prix du billet, d'accord. Le sponsoring, on fait ce qu'on peut, etc. Donc, moi je pense que dans le cadre, une des solutions, je ne dis pas que tous les clubs doivent devenir des MCO, mais une des solutions, c'est pour un club marocain, je ne donnerai pas de nom pour ne froisser personne, mais des clubs. Et puis même le modèle social, c'est intéressant parce que quand on se compare aux clubs portugais, espagnols, hein, 150 000, 200 000 sociaux, etc. Le WAC et le Raja, c'est voilà, deux, trois centaines. Mais, voilà. Donc, je voulais donner un retour de quelqu'un qui connaît, qui a été au FUS avant, qui est maintenant au Wydad, et partager, parce que je trouve que la question est très pertinente et c'est le cœur du problème. Et Monsieur Durand, j'ai joué avec votre frère Adrien
à Sherbrooke au Canada. Ah, Voilà. génial. Bon, alors, on en reparlera après. J'imagine que tu brûles d'envie de répondre. On prolongera cette discussion après le panel parce qu'il va falloir qu'on avance. Je dirais simplement sur ces questions de financement des clubs que c'est quand même plus complexe qu'il n'y paraît. C'est-à-dire que si je peux donner une approche un petit peu plus européenne de cette question, aujourd'hui on est à un stade d'extrême financiarisation du football qui pose d'autres problèmes. Est-ce que c'est souhaitable que tout le monde soit dans une logique de financement à l'extrême? La situation la plus symptomatique de ce financement extrême, c'est le MCO. Aujourd'hui, ça pose des questions d'intégrité des compétitions, ça pose une question de traçabilité des fonds, ça pose aussi une question d'identité des clubs, parce que moi, je peux vous assurer qu'en France, il y a des supporters qui ne reconnaissent plus leur club. Donc, j'entends ce que vous dites, mais il y a peut-être un équilibre à trouver pour préserver aussi la partie peut-être non économique du football. Il y a peut-être une partie qui n'est pas monnayable. Donc, et le club, malheureusement, se retrouve au milieu de ces questions-là. Mais je referme la parenthèse. C'est une vue européenne. En Afrique, on galère à payer les salaires à la fin du mois. Bon, on en pourra en discuter par la suite. Non, je ne dis pas qu'il ne faut pas trouver des modèles de financement. Je dis qu'aujourd'hui en Europe, cette financiarisation extrême, à une époque, tout le monde adhérait à cette idée. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'acteurs qui commencent à s'interroger. Je dis juste que c'est peut-être pas si simple que ça. Voilà. Ça montre en tout cas à quel point le sujet pourrait être évoqué et avec des questions à tiroir pendant des heures. Mais malheureusement, l'heure tourne. On va parler un petit peu plus de résolution des litiges qui renvoie à un des concepts de la bonne gouvernance, qui est de garantir l'état de droit. Et donc, garantir l'état de droit, il y a la dimension mise en conformité, respect des lois. Et puis, pour assurer le respect des lois, il faut aussi des organes juridictionnels intégrés dans un système, que ce soit au niveau local, continental, international, qui apportent un certain niveau de sécurité juridique. Ce niveau de sécurité juridique étant un élément aussi d'ailleurs qui, de manière vertueuse, va sécuriser les acteurs aussi pour investir. C'est un autre aspect. Mais quand on parle de sécurité juridique, c'est l'idée quand même de la prévisibilité que son litige va être jugé d'une certaine manière. Ça ne veut pas dire qu'on sait déjà ce que va être la décision, mais c'est que au regard des textes, on peut penser que son litige va être jugé de cette façon-là. Pourquoi je présente la question de la résolution des litiges sous cet angle? C'est qu'en fait, la première condition à un système qui fonctionne, c'est la confiance des justiciables dans le système de la justice. Et ma question, elle s'adresse à celui qui voudra répondre, mais peut-être que c'est toi, Jacques, au regard de ton expérience de praticien de la justice sportive. Est-ce que tu dirais que c'est peut-être ça la première difficulté sur le continent africain, c'est la confiance dans la justice sportive? Oui. Alors, dès qu'on a lancé notre cabinet, on a eu l'opportunité, la chance de gérer plusieurs questions juridiques, plusieurs litiges qui impliquaient une ou plusieurs parties africaines. Et un des gros soucis qu'on a noté, c'est d'un côté, cette manque de confiance au système de résolution des litiges national. Pas dans tous les pays nécessairement, mais il y a un peu cet état d'esprit selon lequel si on reste à niveau des instances nationales, ce qu'on entend toujours, c'est la décision est déjà prise. Donc il faut aller à l'international, c'est-à-dire dans la plupart des cas au TAS, donc le tribunal arbitral du sport de Lausanne, qui est un système qui n'est pas du tout parfait. On pourrait là aussi utiliser des heures pour analyser les avantages et les inconvénients du TAS, mais nous avons noté que
pour les acteurs du football et du sport en général, mais du football en particulier en Afrique, le TAS a une grosse barrière. C'est une barrière purement économique. Pourquoi? Déjà, en Afrique, contrairement à certains pays, moi je viens de l'Italie, il y a plusieurs clubs italiens que pour faire appel au TAS, ils ont déjà un problème linguistique. Les langues officielles sont le français, l'anglais et l'espagnol. Il y a plusieurs clubs et même des avocats qui n'arrivent pas trop à travailler dans ces langues-là. En Afrique, la plupart des pays sont anglophones, francophones ou comme deuxième langue, donc ça, ce n'est pas un problème. Mais il y a cette barrière économique qui est très forte. Pourquoi? Parce que les procédures devant le TAS, dans la plupart des cas, ne sont pas gratuites. Ça coûte beaucoup. Il faut avancer des frais. Et les frais, là, il y a toujours un choix à faire au début d'une procédure. Est-ce qu'on décide de soumettre le litige en arbitre unique, moins cher, mais moi, appelant, je ne peux pas décider mon arbitre, ou l'arbitre que moi je souhaite qui prend une décision. Et là, quand même, on part d'avance de frais de procédure environ 25 000 francs suisses. 25 000 francs suisses, c'est grosso modo 27 000 euros. Donc, bon, en dirham, on ajoute un zéro, non? C'est 270 000 dirhams, seulement, à peu près, seulement pour commencer la procédure. Si on ne paye pas, on n'avance pas. Si on veut aller avec une formation de 3 arbitres, peut-être pour un cas un peu plus compliqué, ça serait plus intéressant, mais il faut déjà doubler les avances de frais. Oui. Et ça crée un gros problème. C'est normal que si moi je suis l'intimé, j'ai une clause d'arbitrage au TAS, la première chose que je dis, c'est moi je ne paye pas mes avances de frais, si l'appelant ne paye pas la totalité, la procédure est terminée. Mais si je suis l'appelant, je me trouve dans la situation inverse. Je trouve que c'est très compliqué. Solution, pendant les colloques, les séminaires, on a entendu beaucoup de propositions. C'est difficile. D'un côté, on entend des fois des propositions du genre la CAF, par exemple, et les fédérations membres, mais la CAF surtout devrait financer, donner de l'argent au TAS pour au moins créer un fonds qui puisse réduire les avances de frais quand il s'agit d'un litige 100% africain. Mais alors, dans ce cas-là, il faut après assumer le fait que si moi, club, athlète, président de fédération africaine, je fais un appel au TAS contre la CAF, c'est le même tribunal qui est partiellement financé par la CAF. Et c'est une des critiques qui sont plusieurs fois proposées ou soulevées contre le TAS quand il y a un litige contre la FIFA ou le CIO qui finance fortement le TAS. On a aussi entendu des fois parler de la création d'un tribunal africain du sport. D'ailleurs, ça serait très confortable parce que ça reste TAS, non? Tribunal africain du sport, il ne faut même pas changer le nom. Le problème, c'est qu'après, on pose la question, ça suffit de demander à un club ou à un avocat d'un pays de dire, OK, mais est-ce que tu accepterais qu'un arbitre de ton pays voisin décide sur ton cas? La plupart des fois, c'est non, je ne veux pas. Donc, c'est aussi ça que je trouve très intéressante, qu'en Afrique, ils préfèrent la solution plus confortable, c'est d'avoir un tribunal plus cher où il y a peut-être des Européennes ou des gens qui ne sont pas liés au continent qui décident, plutôt d'avoir quelque chose du continent avec ton propre voisin qui prend une décision. Donc c'est compliqué, mais l'accès à la justice et la confiance dans le système de justice, surtout à niveau national, c'est un point où il faut, à mon avis, encore travailler et améliorer. Work in progress. Bon, merci Jacques. Je suis rappelé à l'ordre sur le temps. On a dépassé le temps réglementaire. Une dernière question que j'aimerais poser, et je vous demande de répondre en un mot à chacun des intervenants. Pour une gouvernance plus vertueuse et prospère du foot africain, quelle serait, selon vous, la première exigence ou action à entreprendre? Naïr. Moi, je pense transparence à tous les niveaux, que ce soit au niveau fédéral, gouvernemental, et aussi, c'est la vision, tout simplement. Être en adéquation et se fixer des objectifs. Parce que tout à l'heure, on en parlait, je trouve que le football, c'est un cercle trop restreint.
l'industrie du football, elle n'est pas ouverte. Aujourd'hui, la remarque que les présidents de clubs font, par exemple, quand eux, ils ont investi 20 ans, 30 ans dans leur club, et quand il y a un petit nouveau qui vient avec son club, ils le regardent un peu de haut, alors que c'est la même industrie. Tout le monde est acteur au même niveau. Donc je pense un peu plus d'ouverture. Je dirais professionnalisme, parce que je trouve que à tous les niveaux, il y a, peut-être parce que c'est aussi lié à ce que tu viens d'évoquer, cette volonté de garder le contrôle dans certains pays, dans certaines situations, et ne pas ouvrir la porte à des gens peut-être qui ne font pas partie du système et qui ont des connaissances techniques qui pourraient aider un club, une fédération à s'améliorer. Et je pense que c'est quelque chose qu'au Maroc a été fait, parce que quand même à l'époque, à la FIFA, on échangeait avec la fédération marocaine, on voyait que c'était une fédération très bien structurée, avec des employés très, très préparés. Mais je trouve que le professionnalisme, c'est essentiel. Connaître les règles, connaître la loi, savoir comment faire les choses. C'est simplement ça. Moi, je trouve des fois, il y a des erreurs, il y a des sanctions qui sont imposées contre des fédérations de clubs, simplement parce que qui doit prendre les décisions ou qui doit mettre en place certaines mesures ne connaît pas les règles. Là, le mot de la fin. Ouais, pour moi, c'est surtout approche participative. Parce que là, on a eu un échantillon. Donc, on n'est pas vraiment content, on n'adhère pas vraiment à toutes les décisions. Du coup, il faut intégrer tout le monde, tout le mouvement sportif pour un peu sortir avec un cadre. Bon, on ne va pas plaire à tout le monde, mais finalement, donc il faut une approche participative pour pouvoir intégrer l'ensemble des composantes et sortir avec des compromis, notamment cette question surtout les clubs de foot qui paient un peu les pots cassés des décisions, donc les intégrer davantage pour pouvoir sortir avec un juste milieu en termes de gouvernance. Parce que là, c'est une question philosophique, donc c'est difficile d'y répondre en un mot. Ça fera l'objet d'un prochain panel du World Football Summit. Et selon toi, Alexandre ? Selon moi, je suis d'accord en fait avec vous trois. Alors, c'est pas que j'ai envie d'être consensuel, mais l'accès à l'information me paraît être la base déjà. L'accès à l'information. Et si on doit comparer avec la situation en France, et je réagis à notre ami sénégalais sur ses propos, une décision de justice, c'est un document administratif. Tout citoyen français peut demander la communication d'un document administratif. Donc, avoir accès à l'information, c'est la base. C'est la base, à mon avis. Et la professionnalisation, évidemment, plus vous avez d'acteurs qui montent en compétences, plus vous avez un système qui est vertueux. Écoutez, merci vraiment pour votre participation à ce panel, pour votre échange aussi avec nous. Et je vous dis à une prochaine fois. Merci beaucoup.